Monsieur, madame, 20h30, entre guillemets, on est comme des fois dans un jeu de chaises musicales. Un jour, c'est quelqu'un de l'opposition qui est sur ce plateau et un autre jour, c'est quelqu'un d'une tendance qu'on peut considérer comme adverse. Adverse, mais cela ne veut pas forcément dire que ce soit des adversaires qui viennent les uns après les autres sur ce plateau en ce moment où l'actualité est quand même assez fournie avec ce déplacement de M. Etienne Tshisekedi pour la Belgique pour raison de santé, comme cela a été dit. Et elle est aussi marquée par cette question des FDLR qui a été l'objet de tout un sommet à Luanda, la capitale de l'Angola, autour du président Dos Santos, président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Elle est aussi assez fournie parce que le débat ambiant tourne encore et toujours autour de cette idée de révision de constitution, de changement de constitution, d'amendement. Ça, c'est l'une des questions qu'on évoquera encore sur ce plateau avec Serge Kadima, à qui nous disons merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Serge Kadima, cadre du PPRD. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que, quand vous prenez l'actualité par rapport à ces différents faits dominants, vous pensez qu'il faudrait la prendre à partir de quoi? Si il vous était proposé de jouer le rédacteur en chef de entre guillemets, pour ce soir, par exemple. Je pense plutôt que les débats, sinon l'actualité qui est alimentée aujourd'hui dans la presse, sinon dans les milliers des intellectuels, c'est des débats en rapport avec le vécu quotidien de la population. Les débats en rapport avec les développements de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que les débats en rapport avec la consolidation de la paix dans notre pays. Donc je pense que les débats en rapport avec la Constitution et le bienvenu. Oui, quand vous prenez les choses du point de vue du vécu quotidien des Congolais, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un regard à porter sur l'action du gouvernement. Entre autres, oui. Et vous l'estimez bonne, mauvaise? Qu'est-ce que vous y mettez dans un contenu d'appréciation si vous était demandé de porter un regard sur l'action de ce gouvernement? Sincèrement, j'aimerais m'inspirer du président de la République, Joseph Kabila, qui a dit le 15 décembre 2012 que les peuples congolais n'allaient pas manger la stabilité macroéconomique. C'est-à-dire que c'est lui qui a été élu par une grande majorité de Congolais. C'est-à-dire qu'il avait placé son mandat sous les signes du social. Alors, il constate que le social n'est pas encore au rendez-vous. Et s'il faut s'en tenir à ce que le président veut faire de son peuple, il y a l'actuel bilan du gouvernement est mitigé. Vous qui êtes quand même un économiste de formation par rapport à ce social, et quand vous entendez la stabilité du cadre macroéconomique, qu'il n'y avait pas eu ceci dans le passé, qu'il y a une stabilité de la monnaie, ainsi de suite, qu'est-ce que vous donnez comme appréciation à ceux qui disent que oui, mais par rapport à un certain nombre d'années, il faut un regard un peu plus appuyé sur les revendications sociales de la population? C'est vrai que la stabilité macroéconomique, si vous posez la question aux économistes, ils vous diront que ce n'est pas une finalité. Parce que le phénomène le plus passionnant en économie, sinon pour tous les économistes, c'est la croissance. Mais il faut une croissance de qualité. C'est quoi une croissance de qualité? Une croissance de qualité, c'est une croissance qui favorise la création des emplois. On n'y est pas dans cette croissance de qualité que vous évoquez? Jusque-là, le président de la République l'a dit après les concertations nationales, le 23 octobre 2013, que le peuple congolais ne se retrouvait pas, qu'il y avait une inadéquation entre la stabilité macroéconomique et les sociales. Un peu comme si on pouvait dire qu'à mi-parcours de ce second mandat, le bilan n'est pas très flatteur. Je pense que la question en rapport avec le vécu quotidien a été évoquée aux concertations nationales où il a été mentionné qu'il fallait revoir les choses. Il fallait mettre en place un gouvernement de cohésion nationale qui allait consolider les acquis de la stabilité macroéconomique. Et par rapport à ce gouvernement, de large ouverture, comme ça a été dit, qu'est-ce qui peut expliquer ou qu'est-ce qui explique qu'on n'y soit pas encore arrivé? Je vais vous dire une chose, que la formation du gouvernement relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République et c'est ce qui est consacré dans la Constitution. Et jusque-là, il n'a pas encore pris assez de temps pour qu'on arrive à la mise sur pied de ce gouvernement. Le président de la République a un tableau de bord qui est plus large que les nôtres et il sait quand est-ce qu'il mettra ses gouvernements en place. Et la Constitution lui reconnaît et garantit ces droits-là. Oui, un peu. Bon,
c'est pas vous qui allez dire que c'est quand même pas lui qui retarde les bienfaits sociaux que la population attend. Très brièvement, juste avant qu'on passe à... Le président de la République dans ses choix et dans ses orientations. Mais quelle est l'opinion ou quelle est la position au sein du PPRD? On garde Matata, on le met à côté ou bien il faut continuer avec lui? La position du PPRD, c'est de soutenir le président Kabila et de le soutenir dans ses choix. Ce nous, les PPRD, nous l'accompagnons. Nous l'accompagnons. Pour la désignation d'un Premier ministre, ce n'est pas une matière qui relève du PPRD. C'est une matière exclusivement réservée au président de la République. Alors le PPRD soutiendra la personne que le président pourra désigner à ces fonctions-là. Si le président de la République reconduit l'actuel Premier ministre Matata, nous allons continuer à les soutenir et apporter le soutien qu'il faut pour qu'il fasse bien son travail. Oui, oui. Si le président de la République disait que le bon choix c'est M. Youma, vous direz que c'est M. Youma. Ce qui est vrai, c'est qu'à ce stade, il n'est pas question de spéculer sur le nom des personnes qui peuvent... De la même manière, s'il disait, bon, maintenant c'est le temps de Aubin Minakou, vous vous inclinerez, vous direz, très bien. Le président de la République a toujours dit qu'il travaillera avec toute personne qui a la passion du Congo. Oui, mais si le président de la République estime que c'est X ou Y personne de la majorité qui a la passion du Congo, ou bien qui peut faire le travail pour lesquels il a besoin qu'on fasse pour le peuple congolais, il le fera en âme et conscience. Dites-moi, par rapport à d'autres questions d'actualité, vous étiez chez vous ce matin, vous étiez chez vous hier, et peut-être dans votre véhicule, vous entendez par exemple les radios qui grésillent, les transistors qui balancent cette nouvelle sur l'état de santé de M. Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que s'il arrivait qu'il se mette à l'écart de la vie politique, ça peut faciliter un certain nombre de choses, vu du PPRD? Excusez-moi que je vous dise une chose en tant qu'humain. Avant de répondre directement à votre question, j'aimerais vous dire que tout être humain peut tomber malade. Être malade, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde, en fait. Il y a des gens qui tombent malades dans la majorité, dans l'opposition, même dans la société civile. Moi-même, depuis que je suis né, je suis tombé plusieurs fois malade. Alors, je n'aimerais pas ici qu'on puisse beaucoup parler sur la santé du leader de l'UDPS. Non, on ne parle pas de santé, nous parlons de son activité sur la scène politique congolaise. La majorité présidentielle a besoin d'une opposition forte, avec des personnalités fortes, comme le président de l'UDPS. Il était fort en 2006, nous avons organisé des élections, nous avons battu campagne, nous avons gagné ces élections à travers les discours et les programmes du président de la République, Joseph Kabila. Il était debout, fort. On l'a vu partout à travers la République en 2011. Nous sommes allés aux élections avec lui. Il était fort. Nous avons gagné les élections. Alors, je ne comprends pas pourquoi on doit dire que s'il s'écartait ou bien s'il prenait congé de la politique, ça faciliterait les choses. Je pense plutôt qu'il soit debout, qu'il soit encore fort, que nous puissions toujours proposer plusieurs discours, plusieurs projets de société au peuple congolais pour qu'il y ait la véritable compétition et ça sera la meilleure façon de consolider la démocratie. Son combat politique qu'il mène depuis 1981, vous pouvez avoir une appréciation sur cette sorte de conscience, sur cette sorte de maintien, d'arrimage à des principes, à des valeurs. C'est comme ça que je dis que la majorité présidentielle a besoin de personnalités fortes dans l'opposition. Si on lui reconnaît cette personnalité forte, c'est par rapport à son combat. Nous reconnaissons que dans l'histoire de notre pays, le président Tshisekedi a joué un grand rôle. Un rôle qui ne peut pas être aujourd'hui remis en cause par nous qui sommes de la majorité. C'est comme ça que nous voulons qu'il soit encore fort pour qu'il soit un contrepoids de la majorité. Nous voulons que le président Tshisekedi soit encore très fort, qu'il puisse continuer avec son combat, mais dans l'opposition. Il n'y a que le peuple. Mais vous ne voulez pas qu'il le mène à terme pour gagner et vous... La majorité utilisera la logique démocratique et constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. Pour rappel, par rapport à quelque chose que vous évoquiez ici, par rapport aux élections de 2006 et puis à celles de 2011, c'est quand même pas les gens du MLC qui vont dire que vous les avez gagnés. Et c'est encore moins ceux du bord politique de M. Tshisekedi qui diront qu'il n'y a pas eu de contentieux et que tout s'est passé comme dans le meilleur des mondes. Mais le débat qui vous oppose, vous, par exemple, majorité PPRD au sein de la majorité, à
l'autre frange de la classe politique, c'est-à-dire une opposition, c'est tout ce débat autour de la modification, la révision ou l'amendement de la Constitution. Au niveau de la majorité, particulièrement au niveau du PPRD, c'est que nous puissions avoir une constitution qui soit impersonnelle. Une constitution qui permettra au gouvernement ou bien au président de la République de continuer à bien faire son travail, les travaux pour lesquels le peuple congolais lui a donné mandat. Alors, à ce stade, nous sommes au stade de rappeler les dispositions pertinentes de la Constitution. Nous sommes au stade de dire aux compatriotes de l'opposition que nous devons respecter la Constitution. Respecter la Constitution veut dire respecter l'article 1er au dernier article. Respecter la Constitution veut dire respecter aussi l'article 218 qui dispose que la révision, l'initiative de réviser la Constitution peut provenir du président de la République, du gouvernement après avoir débattu au Conseil des ministres, d'une des chambres du Parlement ou d'une fraction de la population, en l'occurrence 100 000 signatures. C'est aussi respecter la Constitution lorsqu'on respecte cette disposition pertinente. Alors, il est aussi dit clairement dans l'article 5 de l'actuelle Constitution que la souveraineté nationale relève du peuple congolais. Et le peuple congolais est souverain. C'est-à-dire quoi? C'est que nous voulons dire. Nous, les opérateurs politiques, on a nos désirs politiciens. Nous avons nos initiatives en tant que politiques. Mais le peuple congolais est au-dessus de tout. Parce que le peuple congolais qui avait ratifié l'actuelle Constitution a encore le pouvoir de révisiter, de changer ou bien d'amender. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous sommes en train de réfléchir parce que ce n'est pas la masse qui amène la masse ou bien qui dirige la masse, mais c'est une élite qui dirige, qui conduit la masse. Alors nous, à notre niveau, nous réfléchissons par rapport aux dispositions actuelles de la Constitution, par rapport à ce que nous sommes à mesure ou capables de faire pour notre peuple. Lorsque nous trouvons qu'il y a des dispositions qui ne sont pas commodes avec les réalités sur le terrain, nous proposons au peuple congolais ce que nous estimons qui peut faire avancer les choses. Mais c'est le peuple congolais qui a les derniers mots. À ce stade, il n'est pas question de vous dire ici que nous avons besoin de réviser, de changer ou quoi que ce soit. À ce stade, nous sommes encore au niveau des réflexions. Mais nous avions seulement rappelé haut et fort que la Constitution elle-même prévoit des mécanismes de sa propre révision. Ça, c'est une question à laquelle vous pourrez répondre par un oui ou par un non. En ayant comme sous-bassement ce que vous avez dit et ce qui a également été dit par d'autres gens. Dire que vous allez respecter ou que vous respectez la Constitution et que vous la considérez de son premier article au dernier, est-ce que ça peut vouloir dire qu'il ne doit pas y avoir de débat autour de la Constitution en ce moment-ci? C'est oui ou c'est non? Non, bon, c'est une question pertinente qui n'exige pas une réponse directe comme ça. Je dois expliquer, je dois défendre ma position. Ça veut dire que c'est oui? Je dois défendre ma position. Pour dire quoi, par exemple? Moi, je n'ai pas les pouvoirs de décider sur la Constitution. Oui, vous venez de dire qu'il faut se référer au peuple. Entre autres, oui. Oui, mais où est le problème en ce moment-ci par rapport à cette Constitution? Où se trouve le problème en ce moment-ci par rapport à cette Constitution? Ça, c'est encore un débat de fond. Oui, oui. Que nous ne pourrons pas terminer dans 45 minutes. Mais je vais vous dire une chose, je vais donner un exemple. Il y a nos compatriotes qui ont quitté ces pays, qui se sont retrouvés à l'étranger, pour des raisons de commodité d'études. Ils ont changé de nationalité pour avoir des facilités. Ils ont étudié à l'étranger, ils ont fini, ils ont acquis d'expérience, ils ont fait des brassages d'expérience, des connaissances. Et aujourd'hui, ils estiment qu'ils doivent servir leur patrie. Ils doivent rentrer au pays et servir leur pays. L'actuelle Constitution ne donne pas l'occasion à nos compatriotes qui ont la double nationalité de venir travailler ici chez nous. Alors ces gens sont bloqués par l'actuelle Constitution. Oui, alors Moutandi, ça veut dire que, bon, pour cette raison, on ne va pas modifier la Constitution, mais on peut aller vers un amendement. C'est ce que vous voulez dire? Je vais dire que toutes les possibilités sont... On ne va pas organiser un référendum parce qu'on veut leur donner la possibilité... Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples qui exigent que nous puissions poser la question au peuple congolais. Il y a aussi une chose. Nous oublions que nous devons faire la part des choses entre nos désirs politiciens et les désirs, sinon les souhaits du peuple congolais. Le peuple congolais peut aussi prendre l'initiative
de réviser certaines dispositions de la Constitution et même de changer. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, on ne peut pas bloquer. Oui, mais le peuple congolais s'exprime soit à travers ses élus, ou elle peut aussi s'exprimer à travers une pétition, ou peut-être aussi, si vous voulez, à travers un référendum. Par exemple. Mais est-ce que le peuple congolais pose un problème aujourd'hui par rapport à cette constitution? Mais moi, je vis. Qu'est-ce que vous entendez dire? J'ai vu les Congolais en train de signer une pétition à Tchangou. J'ai vu les Congolais signer une pétition à Tchangou. Une pétition fondée sur quoi? Non. Pour laquelle ils souhaitent obtenir quoi, par exemple? Ils veulent changer la Constitution. Et qu'est-ce qu'ils évoquent comme raison? Non, j'ai vu. Vous les avez vus? Oui, j'ai vu les gens, c'est passé même à la télévision. Signer des pétitions? Signer des pétitions. Oui, oui. Vous avez entendu M. Claude Machala parler d'une pétition pour solliciter les changements, sinon la révision de la Constitution. Ce n'est pas pour autant qu'il est secrétaire national du PPRD que sa qualité du PPRD lui ôte, sinon lui enlève la qualité, sinon sa nationalité congolaise et qu'il n'est plus congolais. Donc, l'initiative peut provenir du peuple congolais, l'initiative peut provenir des politiques que nous sommes, l'initiative peut provenir de toutes les composantes qui sont reprises dans l'article 218 de l'actuelle Constitution, et je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà, très bien. Je vais encore vous poser une autre question qui vous permettra de répondre avec un peu plus de facilité, toujours par oui ou par non. Vous soutenez la démarche de M. Claude Machala que vous venez d'évoquer, oui ou non? Dès lors que je respecte la Constitution et que la démarche de M. Claude Machala est constitutionnelle, je ne vois pas pourquoi je dois m'opposer. M'opposer à cette démarche-là, c'est m'opposer à la Constitution. Vous respectez l'opinion et la démarche que suggère M. Machala? Je respecte l'opinion de M. Machala. Et M. Machala, que vous mettez en exergue, qu'est-ce qu'il souhaite? C'est arriver, par exemple, à un troisième mandat pour l'actuel chef de l'État. Non, ce qui est vrai, c'est que moi, je n'aimerais pas dire ça. Vous n'allez pas parler comme Machala? Je n'aimerais pas dire ça. Le problème, c'est que nous devons faire la part des choses. Changer la Constitution n'est pas un mécanisme automatique de renouvellement du mandat du président Kabila. Oui, mais vous allez dans le discours de Machala, alors. Non, j'ai suivi dernièrement un autre cadre du PPRD, M. Patrick Kanga, qui a évoqué le cas du Sénégal. M. Abdoulaye Wade, ancien président, a changé la Constitution. Les politiciens d'autres membres de la société civile au Sénégal ont prétendu qu'il changeait ça pour avoir un autre mandat. Mais ça a eu lieu. Aujourd'hui, c'est l'actuel président Macky Sall qui bénéficie de cette modification-là. Donc, il n'est pas dit forcément que lorsqu'on modifie la Constitution, ou bien lorsqu'on change la Constitution, c'est toujours au profit du président qui est en fonction. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'ai dit ici tout à l'heure que nous avons besoin d'une Constitution qui soit impersonnelle, qui faciliterait les développements, qui pourra nous permettre de consolider la démocratie et la stabilité dans notre pays. Et c'est ce qui est important. Oui, mais puisque vous faisiez remarquer que bon, il n'y a pas de débat en ce moment-ci autour de cette Constitution, pourquoi doit-on continuer à en parler? Non, il n'y a pas de débat dans la mesure où il y a une frange de l'opposition qui estime qu'on ne peut pas réviser la Constitution à travers des structures du genre « ne touche pas ma Constitution ». Alors, dire ça, c'est étouffer la respiration normale de l'actuelle Constitution. Alors, qu'on oublie ce débat et qu'on parle d'autre chose, c'est ce que vous voulez dire? Oublier, c'est-à-dire laisser la Constitution actuelle produire ses effets dans tous ses articles, c'est-à-dire mettre en application, sinon respecter tous les articles de l'actuelle Constitution. Le gouvernement peut proposer la révision de la Constitution. Le Parlement, une des chambres du Parlement, peut proposer la révision de la Constitution. Qu'on laisse les peuples congolais prendre l'initiative de réviser la Constitution, et c'est constitutionnel. Donc c'est un débat. Si il peut y avoir débat, c'est dans le sens d'améliorer cette initiative de la révision ou bien du changement de la Constitution. Très bien. Voilà. Je vous entends très bien quand vous dites, le gouvernement peut proposer, le président de la République peut faire cela, mais il y a aussi certains cadres au sein de la majorité présidentielle qui estiment que ce n'est pas de cette manière-là que les choses devraient se faire. Je mets devant vous, par exemple, les derniers propos de M. Pierre Lumbi, bon, qui curieusement vous
C'est quand même assez étonnant. Il est le conseiller spécial du président de la République. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qu'il évoque, quand il estime que c'est pas de cette manière-là que les choses devraient se faire? Non, j'aimerais dire que la majorité présidentielle, c'est pas une plateforme État, un peu comme les partis État à l'époque. C'est une expression normale de la démocratie. Si le MSR veut que nous puissions harmoniser des vues autour de la charte de la majorité présidentielle, je considère cela comme un appel à la solidarité qui n'est pas un appel de trop. Mais il ne faudra pas aussi oublier que la majorité présidentielle a plusieurs partis politiques à son sein. Et chaque parti politique est autonome du point de vue de la loi actuelle, parce que chaque parti politique a un statut, a ses structures. Les partis de la majorité présidentielle, principalement le PPRD, a donné un point de vue qui nous engageait, nous. Nous avons fait notre lecture sur la Constitution et le secrétaire général du PPRD, le professeur Évariste Bouchab, a donné une position qui engage le PPRD et c'est notre point de vue. Si les autres cadres que vous évoquez ici sur le plateau de la majorité veulent que nous puissions faire un débat autour du secrétaire général de la majorité ou bien autour de l'autorité morale de la majorité, je ne pense pas qu'il y a des problèmes, je ne pense pas qu'il y a des divisions. Et c'est leur position, mais il vous souviendra que le PPRD prend toujours des initiatives qui vont dans l'essence de profiter au peuple congolais. Il vous souviendra qu'avant les concertations nationales, le PPRD était le premier parti de la majorité à prendre position. C'est le PPRD qui avait demandé à tous ses militants et militantes de soutenir cette initiative-là. Le MSR avait pris encore une position pour refuser cet appel du chef de l'État. Mais quelques temps après, ils étaient revenus à la raison. Et je considère aussi que c'est le cas pour la révision de la Constitution. Le PPRD soutient que la révision de la Constitution est une logique normale, une logique constitutionnelle, une logique démocratique. Et le MCR pourra revenir à la raison. Bon, je ne vois pas pourquoi le PPRD va refuser que nous puissions encore nous retrouver autour de la majorité présidentielle pour harmoniser des vues, pour harmoniser nos points de vue par rapport à la manière dont nous allons procéder, parce que la révision de la Constitution, je l'ai dit ici, si haut, que c'est une logique démocratique et constitutionnelle. Pour mettre les formes, il aurait peut-être fallu une lettre au secrétaire général de la majorité présidentielle, par exemple. La logique voudrait que les instances du MCR écrivent au bureau politique. Est-ce qu'il met un peu sur la place publique quelque chose qui devait être traité à l'interne, vous pensez? Mais c'est les constats que tout le monde a fait. C'est les constats que tout le monde a fait. Ça vous arrange, ça ne vous arrange pas? Bon, malheureusement. Nous sommes en démocratie, nous respectons les points de vue des uns et des autres. Il n'y a pas la dictature au niveau de la majorité. Nous estimons que nous avons donné notre point de vue, qui est d'ailleurs suivi par beaucoup d'autres compatriotes. Et le MCR aujourd'hui a donné sa position, mais ça aurait été élégant de la part du MCR d'écrire officiellement au niveau de la majorité présidentielle. Résumez-vous, est-ce que cette constitution vous convient en l'état? Le secrétaire général du PPRD, le professeur Évariste, a dit ceci, que lorsque un peuple vous donne un mandat pendant une période, c'est pour procéder également aux réformes profondes et même aux réformes institutionnelles. Nous considérons que telle que l'actuelle constitution se présente, qui a été d'ailleurs rédigée des mains des belligérants, des personnes qui n'avaient aucune légitimité du peuple, nous pensons qu'il y a certaines dispositions qui n'arrangent pas, qui ne facilitent pas le développement du pays, qui ne facilitent pas la marche vers un Congo émergent. Oui, mais vous n'allez pas vous limiter simplement à cette histoire de Congolais qui ont étudié à l'étranger et qui, du fait de leur nationalité... Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, par exemple, la gestion des entités décentralisées de la République pose problème. Aujourd'hui, la Constitution actuelle prévoit 26 provinces, mais dans la fonctionnalité, nous n'avons que 11 provinces. Il y a trop de problèmes, il y a des choses qu'il faut ajuster. Les provinces doivent aussi connaître le développement. Les provinces doivent aussi sentir qu'ils sont effectivement, sinon, autonomes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est comme ça que nous disons, entre autres, des questions qui doivent être résolues. Ce sont des questions en rapport avec les fonctions, le fonctionnement normal des entités décentralisées. Je vais vous dire encore une chose. Les belligérants, lorsqu'ils rédigeaient l'actuelle constitution, ils rédigeaient l'actuelle constitution sur mesure par rapport à leurs propres intérêts. Alors ce sont des gens qui n'avaient aucune légitimité du peuple congolais.
Moi, je connais. J'ai vu, par exemple, un député de l'opposition, M. Jean-Claude Vemba. Je l'ai vu à Kassangoul en 2005, en train de battre campagne contre l'actuelle constitution. Alors, aujourd'hui, je ne comprends pas le changement brusque dans ses prises de position par rapport à l'actuelle constitution qu'il a considérée à l'époque comme une constitution qui a été rédigée par les gens qui n'avaient aucune légitimité, mais aujourd'hui soutient. Je ne comprends pas la motivation réelle. Il doit commencer par nous expliquer qu'à l'époque, il avait refusé pour X raisons et aujourd'hui, il accepte pour Y raisons. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est quand même légitime qu'une constitution soit rédigée par les gens qui ont la légitimité populaire et que la constitution soit ratifiée par les peuples. Il y a eu quand même une constituante au sein de laquelle s'est également retrouvé le PPRD et ceux qui, peut-être, après, sont devenus ses alliés. Répondez à ma question. Est-ce que cela veut dire que, d'une autre manière, vous avouez être devenu incompétent s'il faut fonctionner avec ce genre de constitution? Non, incompétent, c'est trop dur. Nous voulons plutôt dire que l'actuelle constitution bloque le développement. Nous bloque, nous qui sommes, par exemple, de la majorité. Oui. J'aimerais dire ici que le fait d'avoir pris des armes pour attaquer les pays, parce que lorsqu'on avait attaqué les pays, il y avait des effets collatéraux, et qu'on a reconnu qu'on devait nous mettre ensemble pour mettre fin à la guerre, c'est là n'octroyer aucune légitimité à toutes ces personnes qui ont fait partie du gouvernement 1+4, à toutes les personnes qui ont fait partie de l'équipe qui ont rédigé l'actuelle constitution. Et maintenant, ce que nous disons, c'est quoi? C'est que nous disons que le pouvoir du peuple, le peuple a mandaté des élus à l'Assemblée nationale. Et je pense que ce sont les gens qui sont à l'Assemblée nationale, leur légitimité ne peut en aucun cas être remise en cause. Donc leur légitimité n'est pas discutable. C'est comme ça que nous disons, ça aurait été plus élégant, plus commode, que les gens qui ont la légitimité du peuple puissent rédiger, sinon puissent revoir cette constitution. Qui a cette légitimité du peuple dont vous parlez? Ce sont les élus du peuple. C'est-à-dire que vous plaidez en faveur d'une révision de la Constitution qui se fera au sein de l'Assemblée nationale, par exemple. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à partir du moment où je suis respectueux de la Constitution. Parce que la Constitution nous dit que le peuple est souverain. Il exerce son pouvoir par voie des élections ou par les voies des référendums. Il délègue son pouvoir aux représentants qui sont au Parlement. Alors, dès lors que nous avons officiellement, de manière démocratique, délégué les pouvoirs à la représentation nationale et que la représentation nationale peut agir au nom du peuple congolais, je ne vois pas d'inconvénient, je ne vois pas d'incohérence. Dites-moi un peu, quand vous entendez par exemple le président Obama dire qu'il ne faut pas modifier les constitutions, est-ce que ça vous donne une sorte d'impression qu'on vous tire les oreilles, on veut vous traiter comme des enfants ou quoi? Non, moi, vous perdez majorité. Personnellement, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir parce qu'aux États-Unis, il y a un congressman au nom de José Serrano qui a proposé qu'on puisse revisiter le 22e amendement de la Constitution américaine qui limite les mandats des présidents. On ne l'a pas considéré, on ne l'a pas traité d'un fou. Non, même pas ici. Même pas ici. Il n'y a pas un président, que ce soit d'un pays africain ou bien que ce soit un président de la communauté internationale qui a demandé à ses congressmen de respecter la Constitution américaine. Donc, il a exercé un droit constitutionnel. Et je pense que la Constitution dit que la souveraineté, sinon la Constitution actuelle dit que le peuple congolais est souverain. Est souverain. Donc, l'avenir de ce pays sera défini par le seul Congolais. C'est votre façon à vous de dire poliment, écoutez, laissez-nous tranquilles, c'est notre affaire à nous, les Congolais. Non, mais je veux juste rappeler les dispositions pertinentes de la Constitution. Le peuple congolais est souverain. Et quand vous entendez, par exemple, l'opposition dire que tous ces propos, tout ce qui se dit autour de la révision de la Constitution, c'est inopportun. Si la période est inopportune pour réviser la Constitution aujourd'hui, que l'opposition évoque une disposition constitutionnelle qui prévoit une période constitutionnelle pour réviser la Constitution. Vous ne pensez pas que c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont partis à la place Sainte-Thérèse? Non, ils sont allés à la place Sainte-Thérèse pour dire que c'était inopportun. Mais ils devraient dire au peuple congolais que là, nous voulons, la majorité veut étouffer la respiration normale de la Constitution, particulièrement dans tel article qui dit que voici la période constitutionnelle pour réviser ou bien changer la Constitution.
Je ne vois pas, je ne sais pas, à moins qu'on nous dise que parce que nous sommes pendant la saison sèche, nous devons attendre la saison des pluies pour changer la Constitution. Ce sont des théâtres. La Constitution ne prévoit pas la période constitutionnelle pour réviser la Constitution. Le peuple vous a donné un mandat pour diriger, pour faire des actions. Et lorsqu'on constate qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui bloquent la mission pour laquelle le peuple congolais vous a donné mandat, nous devons suivre la logique démocratique pour voir qu'est-ce qui est faisable à notre niveau ou qu'est-ce qui peut être faisable avec les concours du peuple congolais. Je pense plutôt que la démarche de l'opposition devrait consister à aller vers le peuple congolais et dire au peuple congolais que c'est possible de changer la Constitution parce que cela est constitutionnel. Mais voilà, ou bien voici les raisons pour lesquelles nous vous demandons de ne pas changer. Alors commencez à évoquer des raisons une après une. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors l'opposition se lance toujours dans des slogans, dans des déclarations intempestives qui ne peuvent pas améliorer les vies quotidiennes de la population. Nous considérons que l'opposition doit continuer à respecter la Constitution conformément à l'acquis de tous les jours. C'est lui qui est de respecter la Constitution. Ils doivent aussi respecter l'article 218. L'opposition doit avoir du respect pour le peuple congolais. Parce qu'ils parlent tous les jours au nom du peuple congolais sans avoir les mandats, sans avoir l'autorisation de ce peuple, qu'ils laissent la majorité poser la question au peuple congolais pour que le peuple congolais puisse nous sanctionner ou puisse sanctionner la position que nous allons proposer au moment opportun. C'est la majorité qui a la liberté d'expression et le droit de s'exprimer, pas l'opposition. Ils ont toujours parlé au nom du peuple, qu'ils attendent que le peuple nous sanctionne, qu'ils expliquent tellement au peuple congolais que nous avons l'impression que certaines personnalités ou bien la majorité a l'intention de vous proposer la révision de la Constitution conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution. Mais voici les raisons que nous vous donnons. Nous vous donnons telle ou telle autre raison pour que vous puissiez rejeter ce qu'ils vont vous apporter. Alors, c'est à ce moment-là que le peuple congolais pourra trancher. Il ne faudra pas que 50 personnes ou 200 personnes parlent au nom du peuple congolais sans en avoir les mandats. Qu'ils attendent les respects. Nous respectons la position, sinon la démarche de l'opposition. Mais nous ne respectons pas le fond de leur démarche, parce que ce qu'ils évoquent est anticonstitutionnel. Entre autres, dans le fond de leur Non, démarche. dans le fond, dire tout simplement, non, on ne veut pas qu'on change la Constitution. Ne touchez pas ma Constitution, comme si c'était une Constitution propre à l'opposition et que cette position n'avait rien à voir avec la majorité. Oui. Ça, c'est contre la Constitution. Peut-être que dans cette expression que vous avez, puisque vous êtes majorité, vous dites oui, monsieur Iwanga, vous en faites un peu trop avec ce genre de gesticulation. Monsieur Iwanga, taisez-vous. Nous disons que la majorité, l'opposition et la société civile, nous devons tous respecter la Constitution de la Iwanga République. a parlé. Nous sommes au stade où la justice est en train de faire des investigations, est en train de faire son travail, attendant que la justice se prononce. Respecter la justice, c'est aussi respecter la Constitution. Et nous pensons que l'opposition doit aussi faire respecter les lois de la République. Oui, mais des fois, ça fait comme une sorte de règlement de compte quand ça commence à en faire un peu trop. C'est Diomi et aujourd'hui, c'est Iwanga. La Constitution ne garantit pas. Et il n'y a même pas eu que ces deux cas, il y en a eu aussi d'autres. Mais pourquoi, lorsque c'est quelqu'un de la majorité qu'on arrête pour les mêmes problèmes, l'opposition n'en fait pas de problème? Il vous souviendra qu'il y a un député du MCR qui a été arrêté et qui a été Il a fait un mauvais usage de sa liberté d'expression. C'est la même chose. Et pourquoi? C'était lui. C'est pour dire qu'il y a la démocratie au pays. On arrête les personnes qui font des délits, des personnes qui ne se comportent pas conformément aux lois, à la Constitution de la République. On l'a arrêté dans la majorité, un député de MCR. On a arrêté dans la majorité quelqu'un pour les mêmes... Si on doit commencer à arrêter les gens parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont donné une opinion, c'est ce qui fait dire à certains membres de la communauté internationale et même des organisations de défense des droits de l'homme que, oui, mais quand même, vous en faites un peu trop, laissez les gens s'exprimer. Je ne connais pas un seul pays au monde où on peut accepter qu'une personne puisse outrager le président de la République. Je ne connais pas un seul pays au monde. Je ne connais pas un seul pays au monde. Il y a boire et à manger dans ce que la communauté internationale qui nous donne de temps en temps des leçons puisse aussi laisser que dans leurs pays respectifs, qu'on puisse outrager les présidents de la République. Mais dites-moi un peu, par rapport au cas Iwanga, par exemple, que devient l'immunité du parlementaire quand
quand il est face à ce genre de situation? La Constitution est claire. Oui, oui, mais la Constitution est claire. Mais comment procède-t-on pour dire que, bon, mais non, on peut mettre la main sur lui, même à 4 heures du matin, et puis la chimney, Mais c'est comme ça que je dis que la Constitution est claire. La Constitution dit ceci. Pour qu'on arrête un honorable député ou bien un sénateur, on doit avoir l'autorisation du président de l'Assemblée nationale ou bien du Sénat. Sauf en cas de flagrance. C'est la situation de Ewanga. On dit sauf en cas de la situation de flagrance. Et pour le cas Ewanga, le procureur général de la République a émis un mandat d'arrêt conformément aux dispositions pertinentes de la République, de la loi de la République. Et je ne vois pas qu'il y a des problèmes à ce stade. Par rapport aux procès qui sont en cours, bientôt, l'actualité indique qu'il y a bientôt le procès de John Numbi qui est attendu, et il y a déjà ce Kadiomi pour lequel il n'y a pas assez de lumière, il va y avoir celui de Ewanga. Est-ce que vous pensez que tout cela est de nature à faciliter les choses pour aller vers les élections de 2016 apaisées? Non. À votre avis? Non. Pourquoi il se limite seulement à citer les noms des opposants qui sont en prison? Non, mais John Numbi... Il n'y a pas que les gens, il n'y a pas que les opposants, il n'y a pas que les opposants. Il y a des ministres qui ont été arrêtés dans ces pays, jugés. Il y a des mandataires qui ont été arrêtés. Il y a des députés même de la majorité qui ont été arrêtés. Alors c'est pour dire quoi? Dans une démocratie, il n'est pas question de faire plaisir à l'opposition ou bien à la majorité. Dans une démocratie, c'est aussi appliquer avec rigueur les lois de la République. Dites-moi, par rapport à ces élections de 2016, on pourra y aller de manière sereine avec Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, vous pensez? Mais je veux vous rappeler les conditions dans lesquelles les bureaux de l'actuel CENI a été mis en place. C'était en commun accord avec 3 composantes. La majorité, la société civile ainsi que l'opposition. Tout le monde, sinon les 3 différentes composantes, ont délégué les membres dans le bureau de l'actuel CENI. Alors je ne vois pas comment, après quelques mois, que cela soit fait de manière démocratique, dans la logique démocratique possible, que 2 ou 3 personnes puissent crier aujourd'hui au consensus et qu'on mette à côté le bureau pour qu'on fasse un consensus en train de préparer les élections. Ça, c'est vraiment une entorse contre la loi. Je ne sais pas quelle est la disposition de la Constitution ou bien de loi de la République qui dispose cela. Ça, c'est une entorse contre la Constitution. Nous allons nous conformer à la volonté, sinon à ce qui est établi dans la Constitution. Et quand, par exemple, l'actualité de la semaine fait voir que ce même monsieur l'abbé Malou Malou est attrait devant la justice pour être entendu, vous pensez que ça le garde comme une personne au-dessus de tout soupçon? Personne est au-dessus de la Constitution. La Constitution est au-dessus de tout le monde. Il n'y a que le peuple congolais dans son ensemble qui est au-dessus de la Constitution. Alors, le président Malou Malou s'est rendu au parquet pour répondre, parce que l'opposition avait apporté un certain nombre d'allégations contre lui. Il a été interpellé pour qu'il soit entendu. Il a été entendu. Je ne vois pas de problème. Il n'y a pas de problème majeur quant à cela. Il n'y a pas de ce genre de délit d'initié qui évoque l'opposition, non? Il a été entendu. Je n'aimerais pas ici qu'on fasse ombrage à la justice. Je n'aimerais pas dire le sort qui lui est réservé par la justice. Est-ce que pour parler autrement, vous dites que ces recommandations, ces suggestions d'une gestion consensuelle de la présidence de la CENI, il faut oublier ça, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les animateurs de la CENI sont indépendants. Ils sont indépendants. Mais les gens qui composent ces bureaux, c'est l'émanation des différents partis politiques. C'est le fruit des consensus. Le président Malou Malou est à la tête de la CENI parce qu'il a été désigné et délégué par la société civile. La majorité a aussi ses délégués dans ces bureaux. L'opposition qui crie aujourd'hui a ses délégués dans ces bureaux-là. Alors, je ne comprends pas de quel consensus il faut encore. Monsieur Kadima, je voudrais qu'on atterrisse en essayant d'arrêter les bruits de canon, puisque à Luanda, pendant la semaine, il a été question d'un sommet qui a repris la question FDLR dans la partie est du pays. Est-ce que vous pensez que, telles que les choses ont été décidées à Luanda, attendre jusqu'au mois de novembre part de considérations qui peuvent faire dire que le mois de novembre sera bon, les FDLR pourront déposer les armes et rentrer au Rwanda? Nous devons rester optimistes.
Nous devons rester optimistes parce que c'était un long processus. Le FDLR avait écrit au gouvernement et à la communauté internationale qu'ils allaient désarmer au 30 mai 2014. Arrivé au 30 mai 2014, ils n'ont pas désarmé. On a vu seulement 100 commandants avec 100 armes qui sont venus déposer. Dans les 100 commandants, il n'y avait aucun leader des FDLR. Et après, quelques semaines après, on a vu des réfugiés qui se sont rendus. Il y avait 100 réfugiés aussi, plus de 100 réfugiés, si je ne m'abuse pas, qui avaient aussi amené des armes qui se sont rendus. On les a localisés à Lubumba, dans le nord Kivu, et d'autres ont été localisés au sud Kivu. Alors, il s'est fait que, par rapport à leur propre appel, ils avaient demandé les soutiens de la République démocratique du Congo, de la SADC, ainsi que de la CIRGL. On croyait que cette fois-ci, ils avaient cette volonté manifeste de se rendre. Parce que nous, la République démocratique du Congo, nous considérons que le FDLR est une épine que nous devons enlever. Ils ne se sont pas rendus. Après, il y a eu plusieurs réunions qui se sont tenues avec les experts, avec nos partenaires, avec la SADC et la CIRGL pour évaluer la situation des FDLR. Nous nous sommes rendus en Italie, à Saint-Egidio, avec tous les partenaires, les membres de la communauté internationale pour examiner sur cette question, parce que c'est une question qui relève exclusivement de la communauté internationale. Nous sommes rentrés, on a donné un ultimatum au FDLR pour qu'ils se rendent, afin qu'ils soient évacués dans leur pays. Alors, il s'est fait qu'ils n'ont pas apporté réponse à la demande, sinon la volonté du gouvernement congolais. Comme c'est une question qui relève de la communauté internationale et qu'il fallait associer la communauté internationale, c'est comme ça que nous sommes allés en Angola pour évaluer l'évolution du processus par rapport au FDLR. Pour prendre un raccourci, la prochaine étape, on prend les armes, on liquide tous les FDLR. On leur a accordé encore 6 mois. Au bout de 6 mois, une opération militaire sera menée contre eux. Mais avant les 6 mois, au mois d'octobre, il y aura une autre réunion d'évaluation pour voir comment ils vont se comporter. Et par là, j'aimerais profiter, dire aux compatriotes qui sont à Kisangani, d'accepter ces gens-là à Kisangani, parce que Kisangani est une étape transitoire, une étape préparatoire pour qu'ils soient évacués. Nous disons, le gouvernement a dit clairement que le FDLR est une épine. Ils ne vont plus rester sur le sol congolais, qu'ils acceptent momentanément pour qu'ils soient évacués dans leur pays d'origine ou bien dans d'autres pays. En tout cas, nous n'allons plus les accepter chez nous. Qu'ils acceptent, c'est une question de temps, une question de patience, et ces gens-là vont partir. Oui, un peu comme si, autrement, vous disiez, bon, cette épine qui est dans le pied du Kivu ou des Kivusiens, voilà, mais d'abord dans le pied des gens de la province orientale et peut-être à Bikoro et peut-être aussi on sera... C'est une façon de régler définitivement, sinon de résoudre définitivement cette question. Et je pense que par moment, il faut des sacrifices. Nous sommes catégoriques, ces gens-là ne vont plus rester chez nous. 2 questions avant de terminer. Et quand vous entendez, par exemple, l'ancien Premier ministre Togira Mungu ou bien certains membres du FDLR dire il n'est pas question de déposer les armes, nous pensons qu'il faudrait qu'on nous considère comme force politique devant rentrer au Rwanda. D'ici le mois d'octobre, il y aura une réunion d'évaluation pour évaluer l'étape, sinon les processus de leur propre évacuation. Oui, parlons pour terminer. Les faire partir de force ne veut pas dire qu'ils vont s'éparpiller dans toute la nature et jusqu'à aller atterrir au Rwanda. C'est ce que vous voulez dire? Non. Il y aura une opération militaire. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. La communauté internationale est d'accord avec nous à ces jours qu'au bout de 6 mois, nous allons lancer une opération militaire pour les faire partir des forces. Monsieur Kadima, encore une fois, je vous dis merci d'être venu sur ce plateau. Pour ceux qui nous ont suivis, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Dans nos programmes précédents et qui pourront nous suivre dimanche prochain, je dis merci beaucoup. À dimanche prochain. Bonsoir.